Mesdames et Messieurs, welcome back to the conference. Nachdem das eine mehrsprachige Tagung ist, werden wir es hier versuchen, auch mehrsprachig zu halten beim nächsten runden Tisch. Das heißt, ich werde versuchen, die Fragen an die französischen Panel-Teilnehmer auf Französisch zu stellen auch. Und wenn das dann lustig klingt, dann ist das nicht meine Schuld, sondern die Schuld der Übersetzungssoftware, weil mein Französisch nicht ausgereicht hätte, um das hinzubekommen. Bei dem Panel, das wir jetzt haben, geht es nach dem Blick in die Gegenwart. Alors aujourd'hui, je vais poser des questions en français si il y a des questions qui sont adressées à des intervenants français. Si mon français est un peu bizarre, veuillez m'en excuser. Ça va être, je vais le remettre à la faute revient au logiciel de traduction. Alors maintenant, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Ce que Frédéric a déjà donné dans son introduction. Comme phrase générale, pourquoi la loi relative à l'insolvabilité dans la procédure d'insolvabilité. Peut-être ça va vous surprendre, les collègues parmi vous qui en ont affaire de tous les jours dans C'est le pain quotidien, mais le groupe d'experts qui maintenant parle à propos des sujets d'harmonisation, nous avons de manière régulière abouti à cette question. Nous l'avons discuté longuement et on s'est dit qu'on va essayer de la faire rentrer dans un débat public. Je me réjouis aujourd'hui d'avoir un panel vraiment très qualifié aujourd'hui. Je suis juste l'animateur et la personne la moins qualifiée si je considère les différentes cadre universitaire. Philippe Puchot, il est avocat au barreau de Paris. Du Conseil scientifique de Gide. Est président, c'est important, président de l'association Henri Capitan, des Amis de la culture juridique française et l'initiateur du projet du Code européen des affaires. This is very important, we'll come back to that later. Alors, nous avons His Grace, Monsieur le Président Frédéric Abitbol, administrateur judiciaire depuis 2007, alors un vieux administrateur, président du Conseil national et ancien chargé de cours à l'université, j'ai vu, très impressif. Alors on a Stefan Madaus. Et Stéphane Madaus, c'est un des jeunes sauvages du monde universitaire académique du redressement et de l'insolvabilité à Halle-Wittenberg, une université de l'Allemagne de l'Est, et surtout les rencontres internationales relatives à notre sujet, on peut l'entendre. Entre 2012 et 2017, il faisait partie d'un projet sur la loi, justement, avec Bob Wessels des Pays-Bas. Il fait partie d'un groupe de recherche internationaux qui a développé une approche. Il fait aussi partie du l'Institut de l'insolvabilité. C'est un peu comme les Rotariens au niveau mondial, encore membre du groupe expert qui a consulté la Commission européenne. Moi-même, je suis juste un petit nerd de l'insolvabilité, avocat, embauché à la société encore. On ne fait que ça, on travaille que dans le domaine de l'insolvabilité et je fais partie du comité du idée, groupe d'experts, et moi j'aime toujours participer à ces rencontres internationales, ça m'intéresse. Voilà, un fanat, un nerd. Stéphane, la première question que j'aimerais adresser à toi, et c'est vraiment la base de la base. La question de savoir quel est le but du droit d'insolvabilité. Il y a plusieurs écoles, si j'ai bien compris.
Une des écoles, c'est Judson Bird, les logiques et la limite de la loi de banqueroute, qui vraiment essaye de se concentrer et dans la procédure de se trouver seulement la solution, comme quoi la personne qui doit de l'argent ne peut pas payer, ne peut pas rembourser ses dettes. Tout ce qu'on rajouterait comme définition le surchargerait ou et à la différence de Westbrook et Warren, non, Westbrook et Warren défendent, ils disent les structures d'insolvabilité doivent aussi correspondre et surtout tenir compte des intérêts publics, comporter aussi des éléments du droit des affaires et correspondre à un agenda de la politique économique. Alors, mon observation entre la France et l'Allemagne, c'est qu'il y a les deux pôles que nous avons dans la loi, l'Allemagne qui est très orientée par Jackson via Manfred Balz, et elle cherche seulement à faire de sorte que les dettes soient de manière générale remboursées. En France, on parle plutôt de sauvegarder les emplois, sauvegarder les entreprises. Les entreprises. Donc le but politique est beaucoup plus grand. On le voit de manière beaucoup plus grande. Donc, créancier d'un côté et emploi de l'autre côté. Est-ce qu'en Allemagne, tu vois qu'il y a éventuellement un changement, que l'approche pourrait aussi être, puisse aussi porter ses fruits, qu'on va instrumentaliser en quelque sorte la loi sur l'insolvabilité? Merci de cette question, mais je ne pense que non. Rapide question. Pourquoi, et la question qui s'ensuit, faire revenir la question à ce dualisme. D'un côté, les créanciers, les intérêts des créanciers, et de l'autre côté, la priorité des différentes approches politiques, sociales et leur implication. Cette dualité, je la trouve seulement dans la presse américaine. C'est Jackson versus Warren Westbrook. C'est une sorte de réduction de la question qu'on voit très souvent dans les débats américains qui sont hautement politisés, mais c'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore, pas vraiment en Allemagne. On interprète plutôt la loi de l'insolvabilité comme une loi relative à l'exécution forcée. Donc, d'abord, c'est une loi sur la procédure, non pas une loi économique, et après, c'est l'exécution de la totalité. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on aimerait bien faire valoir les intérêts des différents participants, des différents stakeholders ou actionnaires. L'idée serait donc d'avoir une procédure qui, tout d'abord, correspond aux intérêts des créanciers, et leur mise en pratique, bien sûr, se ferait avec des prémices particulières. Manfred Balz, dans les années 80, a écrit cette réglementation, bien sûr, influencée par ce qu'il avait vu aux États-Unis. À l'époque, la nouvelle loi relative à l'insolvabilité américaine était très discutée, et je le dis régulièrement à mes clients, ce n'est pas Bailey Jackson pur et dur. La loi de l'insolvabilité est très critiquée par Jackson, par exemple, parce que le chapitre 11 rend possible aux débiteurs d'arrêter la liquidation de ses biens pour 180 jours. Avec le chapitre 11. Donc, avec le chapitre 11, je peux en quelque sorte freiner les intérêts des créanciers. Et c'est la critique qu'on fait. Ça peut pas être... ce n'est pas tout à fait bien. C'est trop proche des intérêts des débiteurs. Beaucoup de points donc n'ont pas être repris par ce droit américain. L'influence de Burke et Jackson
fait que de la loi d'insolvabilité qui a été créée à l'époque, cette possibilité a été exclue. Donc, le débiteur ne peut pas se cacher. Quand il doit présenter un plan, 234 lois relatives à l'insolvabilité peut aboutir à une coordination de plans. Il peut y avoir déjà un début de vente, de mise en vente. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu quand même une influence, certainement dans le sens de Monsieur Jackson, mais pas à ce point que vous avez induit avec votre question. Changement de paradigme, c'est ce qu'on a dit régulièrement avec le Starhope. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive, mais si on regarde le Starhope, actuellement, le créancier ne peut pas se cacher non plus. Il y a une ordonnance de stabilisation et le débiteur peut montrer un plan, mais dès que l'insolvabilité est présente et lorsque les créanciers ne vous soutiennent pas, on a tout de suite quitté le cadre de Staroup. Donc, dans le cadre de Staroup, on peut se pacher un tout petit peu mieux que dans l'INSO, mais pas pour longtemps, pas pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle je dirais changement de paradigme, changement de paradigme, ce n'est pas le cas de la Staroup. Et je vais même aller même plus loin. Quand on tire le résultat, quand on tire le bilan, dresse le bilan, aspects sociaux, aspects écologiques, on le fait normalement dans des lois spécifiques. Il y a des soutiens aux personnes qui subissent les conséquences, par exemple. Il y a par exemple la loi relative à la société de chemin de fer où la loi oblige la société de chemin de fer de continuer son exploitation même si elle est déficitaire. Il y a des réglementations spécifiques ou d'autres aspects, par exemple par rapport avec le train, bien sûr. Le train et le droit ferroviaire jugent que le service d'intérêt général est plus important. C'est une loi qui date de 1934, hein, donc le développement n'est pas tout récent. Est-ce que la balance va plutôt pencher dans l'autre sens? Les expériences que nous avons faites avec le droit ferroviaire dans l'insolvabilité est assez contradictoire. C'est un peu comme Luhmann, quand on essaye de prendre les critères, par exemple, les services d'intérêt général, il y a les insolvabilités d'hôpitaux, de transposer ces critères dans d'autres champs juridiques. Bien sûr que cela crée des conflits. À mon avis, je plaide pour éviter cela, donc dire non plutôt. Et si jamais on le fait, essayer de parler la langue du système économique, à savoir que ces aspects ne soit pas en quelque sorte transposé sur le système existant, mais plutôt d'inscrire ce système de manière la plus souple que possible. Frédéric, question pour vous. Il faut que je lis. Pouvez-vous décrire la tendance que vous observez d'un point de vue français et si vous pouvez détecter une nouvelle angle en France? On oppose souvent les systèmes favorables aux débiteurs et ceux favorables aux créanciers, mais derrière cela, il y a toujours un intérêt public que le législateur veut poursuivre. Et tant que l'interdit commun des créanciers et l'intérêt public sont en phase, il n'y a pas de problème, mais dès qu'ils entrent en conflit, l'intérêt public ne peut être appliqué qu'au détriment de l'intérêt des créanciers. Et en d'autres termes, en cas de conflit d'intérêt, les créanciers doivent payer pour l'intérêt public. Si cette observation est correcte, elle soulève plusieurs questions. Est-il justifié d'imposer les coûts de mise en œuvre de l'intérêt public aux créanciers, éventuellement des créanciers accidentels? Et jusqu'à quel point un législateur peut-il s'escarter de l'intérêt des créanciers sans nuire au système? En outre, l'intérêt public peut évoluer dans le temps et varier selon les deux juridictions. Et un changement ou une diversité des intérêts publics
ne risquerait-il pas de nuire aux efforts d'harmonisation? Merci. I haven't understood anything. Merci. Alors, pour répondre à la question, je vous propose de prendre un instant pour revenir tout à fait à la base et pour faire un peu d'histoire. Au fond, c'est quoi une restructuration? Une restructuration, c'est l'incapacité d'une entreprise de faire face à ses engagements financiers. Donc, fondamentalement, c'est un manquement à une obligation. Et dans la relation bilatérale débiteur-créancier, dans cette opposition d'intérêts privés, c'est facile de choisir son camp et de fixer une règle. Le débiteur manque à son engagement, le créancier est victime de ce manquement, et donc le droit doit viser à indemniser le créancier, ça a été rappelé tout à l'heure, et indemniser la victime du manquement. C'est l'approche historique. Comme on sort de la pause, et je vous propose de refaire 5 minutes d'histoire pour vous détendre encore un petit peu, et pour examiner le sujet sur le temps long de l'histoire du commerce. Parce que l'insolvabilité, c'est l'incapacité d'honorer une dette, la question de l'insolvabilité est née en même temps que le crédit. Qui dit crédit dit défaut, forcément, statistiquement. Le crédit, le mot crédit, ça vient du latin credere, la confiance, et on a d'abord réglé le problème de cette violation de la confiance par une solution assez simple, qui était la mise à mort du débiteur. C'était sans doute très réconfortant pour le créancier, mais pas très productif d'un point de vue économique. Il y a 3800 ans, à Babylone, Hammurabi, et le code d'Hammurabi est venu pour la première fois prévoir qu'au-delà de la sanction, il est utile d'intégrer la recherche d'un objectif économique visant à l'indemnisation du créancier. Alors c'est encore assez primitif à l'époque. La solution, c'est la mise en esclavage du débiteur. C'est vrai. Alors, c'est primitif. C'est primitif, mais ça n'est pas si éloigné de la vision qu'ont encore certains créanciers et certains droits. La solution a été maintenue par les Romains, et puis en Italie se développe la pratique de la bancarotta. On casse sur les marchés, on casse le banc du débiteur défaillant, et de là viennent les mots banqueroute et bankruptcy. Ça vient de bancarotta, et il y a donc, les mots ont un sens. La bancarotta, c'est la mise au banc du monde du commerce du débiteur défaillant. Le droit anglais parle encore de bankruptcy, et ça n'est pas un hasard. Ça dit beaucoup sur la philosophie de ce droit. En s'étant reculé, je reviens à l'histoire, je vais aller plus vite, on parlait toujours des débiteurs en tant que personne. La notion d'entreprise, le mot entreprise est apparu à peu près au XVe siècle, et ça vient du mot entreprendre qui signifie prendre des risques. Ici encore, prendre des risques dit forcément, parfois, échouer. L'échec est indissociable de l'initiative. C'est vrai en matière économique, c'est vrai dans tous les domaines. Et pourtant, la faillite reste infamante, elle reste par nature suspecte pendant très longtemps. Napoléon, en France, quand il institue le Code de commerce en 1807, reste marqué par cette vision. Quand il parlait des faillites, il faisait un parallèle maritime et il disait « Un capitaine qui perd son navire se rend d'abord en prison. On commence par mettre le débiteur en prison, après on discute. » C'est pourtant dans le même code de commerce, il y a maintenant un peu plus de 200 ans, qu'on réglemente pour la première fois la société anonyme. Le débiteur devient une personne morale, distincte, qui distingue son actionnaire et son dirigeant. Et on conserve les sanctions contre le dirigeant, l'actionnaire est mis à l'abri. En France, on a fait une révolution culturelle en 1967, ça colle presque avec 1968, mais c'était un tout petit peu avant. Au-delà de l'opposition des intérêts privés, débiteurs, créanciers, se pose pour la première fois la question de la sauvegarde de l'entreprise sous l'angle de l'intérêt général. L'entreprise, de par les emplois qu'elle porte, les fournisseurs qu'elle fait travailler, les clients qu'elle sert, les impôts qu'elle paye, elle constitue un élément de la richesse nationale et à ce titre, elle doit être préservée.
Et donc, quand une entreprise est en danger, bah, de deux choses l'une. Soit le débiteur et le créancier sont capables de se mettre d'accord, et dans ce cas, la loi des parties s'applique comme dans tout état de droit, soit ils n'y parviennent pas. Et la puissance publique est saisie. En France, elle est saisie à travers les tribunaux de commerce, et c'est le tribunal qui rend la justice au nom du peuple français, qui va, dans certains cas, imposer sa solution. Dans ce nouveau cadre, où c'est le tribunal qui décide, on considère bien sûr les intérêts privés, mais ils sont mis en balance avec l'intérêt général. Alors l'intérêt général, c'est quoi? C'est payer le créancier, évidemment, pour ne pas nuire au crédit, pour faire primer la morale des affaires, bien sûr. C'est mettre hors d'état de nuire un débiteur défaillant, oui, s'il est fautif, ou s'il est malveillant. En même temps, il ne faut pas décourager l'initiative, donc il faut trouver un équilibre pragmatique entre tout ça. Et puis, c'est aussi, et c'est surtout, en France, sauver l'entreprise si elle est viable. C'est bien ça la clé qui est mise en avant aujourd'hui dans la directive insolvabilité. Il faut sauver l'entreprise viable. Parce qu'en la sauvant, on préserve l'activité économique, on préserve les savoir-faire, on préserve les emplois, on préserve l'écosystème dans lequel elle s'inscrit, les fournisseurs, les clients, et on préserve sa contribution à la richesse nationale. Donc, l'intérêt général, c'est un peu tout ça, en même temps. Mais ce sont des objectifs contradictoires, évidemment. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas tout faire? Comment est-ce qu'on hiérarchise les priorités? Quand il faut choisir, est-ce qu'il vaut mieux payer les créanciers ou sauver les emplois? Deux visions s'opposent. La vision, alors j'ai compris la vision allemande dans une certaine mesure, la vision anglo-saxonne aussi, reste sur la vision historique. Il faut protéger les créanciers avant tout, et donc le droit est construit pour ça. C'est un droit, tu l'as dit, d'exécution. C'est la logique, notamment donc en Grande-Bretagne, d'une économie de services qui est très financiarisée. Il y a une vision qui est, selon nous, Français, plus équilibrée, plus moderne et plus efficace de notre point de vue, qui passe par plusieurs éléments. On va chercher à inciter les créanciers et les débiteurs à se mettre d'accord, et on va les aider à se mettre d'accord, c'est la prévention, qu'on développe en France depuis maintenant à peu près 35 ans. C'est l'invention en France du mandat ad hoc et de la conciliation dans les années 1990. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? On fait intervenir un tiers, un professionnel, qui n'a aucun pouvoir vis-à-vis de qui que ce soit, et qui est simplement chargé de faire le go-between entre le débiteur et les créanciers pour favoriser la conclusion d'un accord. C'est comme ça qu'on traite tous les gros dossiers en France. C'est très peu invasif, aucun pouvoir, totalement volontaire, et on essaye de mettre les gens d'accord. Et ça marche très bien, j'y reviendrai. À défaut, le tribunal reprend la main, et il y a en France deux grandes particularités aussi. En France, depuis 1985, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, on a acté qu'une restructuration, c'est fondamentalement l'opposition de deux intérêts. L'intérêt du créancier qui veut se faire payer, et c'est normal, et l'intérêt de l'entreprise qui a besoin de souffler, qui a besoin de temps, et c'est normal aussi. En France, on a scindé le métier d'insolvency practitioner en deux métiers. L'administrateur judiciaire, qui assiste le débiteur, et le mandataire judiciaire, qui représente l'intérêt des créanciers. Donc deux intérêts contradictoires, deux mandataires de justice chargés de représenter chacun un de ces intérêts. Je crois qu'on est le seul pays au monde à avoir scindé le métier de praticien de l'insolvabilité. À défaut de solution consensuelle, le tribunal peut imposer la solution. Ça peut aller jusqu'à un étalement de la dette sur 10 ans. Et ça peut aussi consister en une vente des actifs à un repreneur qui est capable de pérenniser l'activité, même si la conséquence, c'est de sacrifier totalement les créanciers. Donc, il y a une vision très claire. Le droit vise à sauver les entreprises. S'il faut sacrifier les créanciers, on sacrifie les créanciers si l'entreprise est viable. Et je reviendrai tout à l'heure sur peut-être la façon de voir les choses à l'avenir. Après avoir fait une histoire un peu longue, hein, pardon. Merci beaucoup. Aus der deutschen Perspektive ganz wertneutral
hat sich für mich das französische System immer dargestellt wie die göttliche Komödie von Dante. Wenn man am Anfang nicht zusammenkommt, wie du es beschrieben C'est un hast. peu comme la Divine Comédie de Dante, pour moi, le système français. Ça devient c'est toujours de pire en pire pour toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que on est tenté de se mettre d'accord très tôt. C'est un modèle qui fonctionne, ce n'est pas un jugement quand je dis ça. Mais d'un point de vue allemand, d'une personne qui veut tout faire de manière très correcte, c'est certainement génétiquement difficile dans le dernier cercle de l'enfer, essayer de faire quelque chose qu'en fait, on ne trouve pas ça très bien. Donc c'est pour ça que notre système, enfin c'est un peu simpliste ce que je viens de dire, mais c'est comme ça que je vois les choses parfois d'une manière un peu drôle. Et il y a une tendance depuis des dizaines d'années de restructurer plus en fait, parce que beaucoup de lois tendent à la liquidation et la directive sur la restructuration nous dit un peu restructurons tout ce qui ne réussit pas, en gros. Et dans la pandémie aussi, on a bien vu que les procédures d'insolvabilité essayent d'être évitées, on essaye de les éviter. Et pour éviter l'aspect de la stigmatisation. Donc la stigmatisation de l'insolvabilité, en fait, c'est renforcé, c'est ça l'autre partie l'autre côté de la médaille. Donc c'est un peu le problème de la loi sur l'insolvabilité. Quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, d'un côté avec la pandémie et maintenant aussi avec la guerre en Ukraine, on voit qu'il y a des changements impressionnants. Je pense que l'Union européenne, dans son plan d'action, a aussi un besoin de transformation. La vieille économie doit changer, on le sent. Et néanmoins, en Allemagne, le problème que dans les nouvelles industries, dans les domaines de l'économie qui sont nécessaires donc à l'économie, nous avons besoin de personnes qualifiées, en fait. J'ai un collègue d'une université allemande qui m'a montré que dans une statistique, que même dans les procédures d'insolvabilité grandes, quand les entreprises sont fermées et que donc beaucoup de contrats se terminent, mais cela n'a pas pour conséquence un énorme chômage ou une montée du chômage parce qu'il y a tellement un besoin de personnes qualifiées que les personnes qui se retrouvent au chômage retrouvent un nouveau, en fait, ne se retrouvent pas au chômage parce qu'elles retrouvent un nouvel emploi assez rapidement. Et cela me mène à la question suivante. Et ma question, c'est un peu, en me faisant l'avocat du diable, est-ce que c'est vraiment l'avenir de toujours restructurer ou alors est-ce qu'il faut voir aussi faire entrer en jeu l'intérêt public et est-ce que ce ne serait pas plus malin de liquider les entreprises qui n'ont pas vraiment d'avenir dans l'économie de demain et pour, on va dire, mieux utiliser les emplois, les libérer un peu pour d'autres tâches, on va dire, plus importantes quelque part. Mais ça, c'est une question un peu macroéconomique à un professeur de droit, n'est-ce pas? Alors, essayons de revenir à mon métier. D'abord, une remarque par rapport au travail de recherche qui a été fait par mon collègue qui a effectivement prouvé que le chômage n'augmente pas forcément quand il y a la liquidation d'une grande entreprise.
Mais par contre, il y a une baisse de revenus. Ça n'est pas voilà, ça n'est pas le chômage qui menace les personnes qui perdent l'emploi, mais c'est qu'elles retrouvent un emploi, mais elles perdent en salaire. Et les entreprises où on se retrouve ne peuvent pas donc assurer le même niveau de salaire que les grandes entreprises chez lesquelles on était auparavant. Donc ça, c'est un effet secondaire, on va dire. Donc ça n'est pas comme si c'était complètement, on passe d'un emploi à l'autre sans aucun problème. En tout cas, c'est ce qui a été découvert lors des recherches. En parlant des restructurations, l'initiative de restructuration qui vient de Bruxelles est un domaine de réglementation qui n'existait pas avant dans de nombreux pays. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'harmoniser quelque chose qui n'existait pas avant. Parce qu'on ne doit pas, on va dire, attaquer, modifier, démonter des systèmes déjà existants où on va se heurter à des résistances parce que les gens vont dire mais moi je ne veux pas que ça se passe comme ça, etc. Et voilà, donc on ne doit pas changer des systèmes préexistants. Et donc au niveau européen, on était d'accord qu'il fallait peut-être plus faire de la prévention, de restructuration, dans ce sens, parce que c'était peut-être un peu moins compliqué, pour juste un peu mettre en lumière la politique des 10 dernières années. Ensuite, la question quand restructurer, quand liquider. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire la différence entre les conséquences qu'il y a par rapport aux actifs et aux passifs. Lors d'une liquidation, par exemple, les biens macroéconomiques que l'on a atterrissent ailleurs, pour ainsi dire, et donc on crée des nouvelles valeurs. En ce qui concerne le passif, c'est autre chose. Lors d'une restructuration et aussi lors d'une liquidation, ils se réduisent. On identifie une partie de crédits qui sont, comme on dit, non performants. Et ensuite, on décompte tout ce qui est non nominal. Et donc, ou alors on passe à une restructuration qui baisse quand même la valeur des passifs. Donc, dans les deux cas, d'un point de vue macroéconomique, on réduit l'endettement, on intervient quelque part où ça n'a plus d'intérêt d'un point de vue économique. Mais donc d'un côté des choses, c'est égal si on liquide ou alors si on restructure. Mais sous un autre aspect, il y a le choix avec un espoir quand même pour le passif de ne pas trop le réduire. Donc dans quel cas faire quoi? Des fois, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques entrepreneuriaux. Et le marché est quand même créé de manière à ce que... Enfin, et le marché tel qu'il est, tout le monde ne peut pas gagner. On doit prendre des risques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on prend comment mesurer les risques? Et aussi, dans le cas idéal, on a un droit qui nous donne des indications pour comment prendre cette décision. Donc, quelle réallocation nous est abordable, relativement parlant, et
Après, après, qui peut mettre en œuvre cette restructuration avant qu'on en arrive au dernier siècle de l'enfer, comme vous le disiez tout à l'heure. Et comment essayer aussi de mettre en œuvre le droit de manière à ce que cela n'ait pas un coût trop élevé. Et donc, nous voulons surtout réduire les frais, en fait, les transactions. Donc, en fait, il y a beaucoup de mécanismes et de possibilités. D'un côté comme de l'autre, ça peut fonctionner. Et moi, je ne suis pas pour la liquidation à tout prix parce que ce serait anachronistique. Voilà, et je pense que voilà, j'ai répondu à la question. Si je t'ai bien compris, pour résumer, le marché décide de manière, pour donc résumer, est-ce qu'il doit être structuré, est-ce qu'il doit être liquidé, sans que les autorités publiques doivent intervenir. Oui, je m'en sors bien parce que je ne m'engage pas trop en disant cela. Oui, parce que c'est sûr que le problème, c'est que quand on laisse, si on est pour moins d'intervention, alors les parties concernées se retrouvent un peu seules. On peut aussi intervenir, par exemple avec la Russie, et aussi bien du côté de la liquidation que la restructuration. Ce mécanisme est ouvert aux interventions publiques et je ne peux pas en dire plus. Je pense que nous ne pouvons pas trop en demander à l'État, ne pas trop imposer un rôle spécifique à l'État. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux d'être ici. Et je trouve que c'est très important que les Allemands et les Français et d'autres Européens échangent sur le fond de leurs droits. Parce qu'on a souvent des idées préconçues sur le droit des autres pays. C'est quelque chose dont je suis souvent convaincu, et il est important de savoir ce que l'on fait exactement dans chaque droit avant de placer une étiquette sur la teneur de celui-ci, parce que parfois on s'aperçoit qu'on est plus proche que ce que l'on croit. Alors, je voulais quand même faire une remarque préliminaire, si vous m'y autorisez. Le thème de cette journée, qui a été excellemment choisi, je remercie le Conseil, je remercie Daniel Fasquelle, c'est l'avenir. Je voulais remarquer que l'Europe, de façon générale, elle se construit par le droit. Le ciment de la construction européenne, c'est toujours le droit, c'est toujours une nouvelle norme, c'est toujours un nouveau règlement, c'est toujours une nouvelle directive. Il faut le savoir. L'arme de la construction européenne, c'est pas l'armée, c'est le droit. Ça, c'est un premier point. Toujours, au titre de cette observation préliminaire, je voudrais faire remarquer que, comme chacun le sait, pendant longtemps, l'Union européenne ne s'est pas intéressée à l'insolvabilité. Elle ne s'y est pas intéressée. Cela fait récemment, 22 ans, qu'elle s'y est intéressée. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que quand l'Europe se saisit d'une question, elle ne la lâche jamais. Donc l'Europe s'est saisie de la question de l'insolvabilité, elle va la garder. Et elle va y revenir de plus en plus et de plus en plus vite.
une démonstration très simple. Rien avant 2000. Règlement du 29 mai 2000. Règle de conflit, lex concursus, Center of Main Interest. On établit la règle de conflit, juste la règle de conflit. 15 ans après, 20 mai 2015, on revient toujours International Private Law. Règle de conflit, on fait travailler les praticiens d'insolvabilité, on interconnecte les registres, on tient compte des groupes de sociétés, mais c'est toujours le droit international privé. Premier pilier. 4 ans après, seulement 4 ans après, deuxième pilier qu'on est en train d'aborder aujourd'hui et on s'interroge à comment le renforcer, le droit matériel cette fois. Changement de paradigme. On quitte la désignation de la loi applicable, et ça n'arrive pas tous les jours, les faillites transfrontalières, je crois qu'on en est tous d'accord, pour aborder la convergence du fond. C'est un step beaucoup plus important, me semble-t-il. Et on remarque, rien pendant 40 ans, et 2000, 2015, 2019, en 4 ans, changement de paradigme, et là, on parle peut-être d'une nouvelle étape. Donc, les choses vont être conservées par l'Union européenne, et cela va probablement s'accélérer, donc c'est très important aujourd'hui qu'on ait cet échange. Je voulais aussi poser une question, mais je vais essayer de ne pas faire de redite. Sur la philosophie des droits. Incontestablement, aujourd'hui, les philosophies des droits sont extrêmement différentes dans l'Union européenne. On l'a vu, on l'a dit. Pour le ministère de la Justice français, sous le contrôle du ministère de la Justice allemand, ça a été une découverte. Lors de la négociation de la directive du 20 juin 2019, ça a été une découverte que le droit allemand était un droit plutôt creditor-friendly, plutôt de l'exécution, parce que le droit allemand, pour les juristes français, semblait, comme le système politique allemand, un système social, et comme le droit des sociétés allemand, dans lequel la participation des salariés est très importante. On s'en souvenait pour la société européenne et le règlement de 2000 sur la société européenne, 2001, ça a été considéré comme important. Et donc, ça a été une découverte et je crois aussi presque un traumatisme pour la chancellerie française, qui pensait que le moteur franco-allemand allait se retrouver sur une même philosophie des procédures collectives. Or, les philosophies sont différentes. On pourrait opposer de façon manichéenne une saisie collective, impitoyable, creditor-friendly, schumpeterienne, destruction, création, nouveaux emplois, recyclage rapide dans l'économie, d'un côté, anglo-saxonne, allemande, avec une médecine des entreprises, un acharnement thérapeutique, un soutien à l'entreprise vu comme un malade, qu'on va aider envers et contre tout, jusqu'à la fin, tradition française. Ce manichéisme, il est dans tous les esprits. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Mais en réalité, me semble-t-il, il y a beaucoup de points qui nous rapprochent au-delà des impressions que les uns les autres voulons avoir. Alors, je me suis juste posé une question. Et je me suis demandé, sous le contrôle de mes collègues et de tous les spécialistes ici qui sont beaucoup plus savants que moi sur ces questions, je me suis demandé quel est l'ADN du droit français de l'insolvabilité. Quelle est sa philosophie? J'ai identifié quelques piliers et je me demanderais juste avec vous si certains de ces piliers, malgré tout, ne pourraient pas être vus comme des piliers communs dans l'Union européenne demain. Alors, ces piliers, ces fondamentaux, Frédéric le rappelait tout à l'heure, 1967, c'était un juriste, Roger Ouin, qui avait eu cette idée, on distingue le sort du dirigeant de bonne foi de celui de l'entreprise. C'est entendu. Premier pilier. Deuxième pilier qui est fondamental, le droit français fonctionne sur un triptyque, 3 valeurs qui sont toujours mises en regard et énoncées dans un ordre: la continuation de l'activité,
et l'énumération dans la loi, je crois, vos classements des objectifs. La continuation de l'activité, premier objectif. La sauvegarde de l'emploi, deuxième objectif. L'apurement du passif, troisième objectif. Ça vient en dernier, c'est vrai, dans l'énoncé. Et apurer, ce n'est pas payer, c'est éteindre, c'est effacer. Bon. Ce triptyque de valeurs, c'est lui qui est problématique, parce que c'est la combinaison entre l'intérêt du débiteur, du créancier et des salariés qui est la question politique. Et c'est cette question du sens aussi que Frédéric évoquera, qui fait qu'on doit se poser la question de la combinaison de ces éléments et de leur valeur. Alors, le droit français a aussi comme pilier une faveur à l'anticipation, incontestablement. Anticiper les difficultés. Ça, c'est un pilier, et anticiper les difficultés, et non pas seulement la difficulté économique. Tout à l'heure, Marie-Hélène Montsarié-Bon en parlait. Les difficultés, elles peuvent être économiques, financières, juridiques, pas seulement économiques. Il y a les difficultés qui sont prises en charge. Et puis, dans cette idée de faveur aussi, autre pilier me semble-t-il, une faveur pour le contrat et une faveur au sein du contrat pour la confidentialité. Ça, c'est aussi, je crois, un des piliers fondateurs du droit français aujourd'hui de la prévention. Les deux professions distinctes, elles ont été évoquées, je n'en reparlerai pas, et un pilier qui me semble être celui de la gradation. La gradation, on n'en parle pas toujours, même si c'est évident. Dans l'ADN du droit français de l'insolvabilité, il y a deux idées. En plus de l'anticipation, il y a la gradation et il y a la modulation. Il faut anticiper les difficultés, et si possible, les contractualiser de façon confidentielle. Il faut opérer une gradation, c'est-à-dire que plus l'inexorable cessation des paiements s'approche, plus la situation est perdue, plus le rôle du juge va être grand, moins celui de l'entreprise sera important, et plus la protection va aller du côté des créanciers que du côté de l'entreprise. Donc, il y a une gradation. Ce n'est pas une approche manichéenne. On ne peut pas opposer ce que pourrait suggérer le triptyque, le droit qui est celui de l'exécution, au droit qui est celui du sauvetage. Parce que même dans le droit du sauvetage, il y a l'idée que ce n'est pas toujours le sauvetage à tout prix. C'est le sauvetage quand il y a une chance de sauvetage. S'il y a une chance de sauvetage, on peut tempérer les droits des créanciers, mais s'il n'y a pas de chance de sauvetage, il faut évidemment liquider, et là, il faut que les droits des créanciers tournent à plein. Donc il y a cette idée d'équilibre, de gradation. Et puis il y a l'autre idée, c'est la modulation. La modulation, c'est la modulation en fonction de la taille des entreprises. Les entreprises sans salariés, sans actifs, et les entreprises de plus de 20 salariés, et les entreprises de plus de 250 salariés, ça a été dit avec les classes de parties affectées, ne connaissent pas les mêmes règles de droit des procédures collectives, et c'est heureux. Donc il y a de la modulation, il y a de la gradation, il y a de l'anticipation. Ce que je voulais simplement dire, pardon d'avoir été un peu long, c'est qu'il y a des différences de philosophie qui sont importantes, incontestablement. Mais il ne faut pas s'arrêter aux différences de philosophie, parce qu'elles sont perçues de façon manichéenne, et souvent, me semble-t-il, parce qu'on surestime les différences concrètes au quotidien entre les droits, parfois. Et j'ai le sentiment que même le droit français, qui est un droit qui est réputé, c'était la formule de Foyer qui était célèbre, on est passé de l'exécution collective des biens du débiteur à la médecine des entreprises, avec un vocabulaire médical en droit français, une période d'observation, on observe l'entreprise malade, avec des médicaments, un traitement, les délais uniformes de paiement, l'incitation aux remises, mais ça ne veut pas dire acharnement thérapeutique du tout. Parce que si c'est irrémédiablement compromis, c'est la liquidation et c'est la cession qui elle-même doit permettre le maintien d'emploi et le transfert d'une branche autonome d'activité. Donc je pense que ces idées, elles sont réconciliables, et j'ai l'impression que dans certains éléments du droit français, qu'il y a une expérience ancienne sur ces questions, et qu'il ne faudrait pas caricaturer uniquement en un droit qui serait purement social, purement médical à tout prix, eh bien, il y a, je crois, des choses qui sont communes à différents droits européens. Anticipation. Il faut agir vite.
contractualisation des difficultés avec, si possible, de la confidentialité pour respecter la réputation de l'entreprise. Et puis, gradation, plus les difficultés sont fortes, plus on va passer du contrat au juge, au tribunal, de l'intérêt privé à l'intérêt général, et c'est là qu'il y a un point politique, moins les pouvoirs de l'entreprise seront grands, et plus ceux du créancier pourront l'être. Et puis si c'est perdu, liquidation et ou cession. Ce qui fait qu'on peut imaginer avoir peut-être un jour 3 blocs, un bloc du contrat, de la contractualisation des difficultés avec la confidentialité, ça marche très bien, un bloc qui serait plus de la réorganisation judiciaire, mais avec un rôle du juge et un rôle du contrat qui vont dépendre de la gravité des difficultés, de la taille de l'entreprise, gradation, modulation. Et puis, évidemment, si c'est perdu, je crois qu'aucun droit n'a jamais dit que s'il n'y a aucune chance de redressement, on va quand même redresser. Le droit français ne l'a jamais fait. Et là, il ne faut pas non plus, je crois, avoir une approche manichéenne. C'est la liquidation, c'est le recyclage des actifs, ou, si possible, évidemment, la cession d'entreprise et la cession de continuation. Pardon d'avoir été assez long, mais je voulais peut-être présenter ces quelques piliers qui, je crois, nous rassemblent plus qu'ils ne nous divisent en apparence. Ja, vielleicht kann ich dazu gleich ganz kurz was sagen, dann gebe ich auch weiter an dich. Peut-être je peux dire un mot par rapport à ça, puis je passe la parole à toi, Robert. J'aimerais dire une chose de manière générale. Ce qui est important, c'est que nous avons vu et constaté que les instruments que nous avons à notre disposition sont homologués. C'est-à-dire, nous allons avoir des possibilités plus préventives au-delà du redressement, et la France a plus de possibilités avec la sauvegarde financière accélérée qu'elle n'avait peut-être pas avant, créer des groupes de créanciers, par exemple. La deuxième chose que nous voyons comme grande tendance, c'est la stratification. D'un côté, nous avons les grandes entreprises pour lesquelles nous avons presque créé quelque chose comme une structure flexible, un capital flexible sous forme de structure, flexible balance sheet. Nous créons la possibilité, avec un endettement très important, avec des leviers très importants, de financer, de refinancer. Et si le scénario n'aboutit pas bien, ça peut être à cause de la Covid ou à cause d'une guerre. Nous donnons des possibilités assez flexibles et assez rapides d'adapter la structure financière, la structure du capital, sans que l'entreprise sous-jacente avec ses employés ou d'autres fournisseurs ou autres ne rentre en discussion. Donc nous réussissons à ce que le redressement financier qui sort au fait, qui est un fruit de la loi des sociétés, qui s'oriente à la structure du capital, peut être fait avec des frais financiers assez réguliers, quelque chose qui puisse s'adapter au cas où, etc., quelque chose qui presque respire, et de pouvoir laisser reposer aussi certains cas. De l'autre côté, il y a des PME qui ont besoin d'autre chose. Au milieu, nous avons en général pas une structure, entre guillemets, qui respire, qui est plus grande, qui est moins grande, mais où il faut regarder les contrats, créer des instruments pour mettre terme à des contrats. Donc nous avons la modularisation, la stratification, et nous ne voyons pas encore la fin de la procédure, rien pour les toutes petites structures qui seraient là, et non plus pour les très grandes entreprises, même si ça peut être un schéma qu'on peut suivre. Nous avons un projet de loi qui maintenant cherche son application, un peu comme aux Pays-Bas, et c'est donc que je vois qu'il y a quand même du potentiel au rapprochement mutuel, et je voudrais souligner encore ça. Merci. Alors Frédéric, la question commune de savoir si la restructuration doit généralement être privilégiée par rapport à la liquidation conduit à la question de savoir quels sont les
devraient être les objectifs de la restructuration en premier lieu. De manière générale, jusqu'à présent, il s'agit probablement de sauver des entreprises viables. Devons-nous reconsidérer cette hypothèse? Plus généralement, compte tenu de ce qui a été fait jusqu'à présent et des données disponibles concernant l'efficacité des procédures, quelle devrait être la prochaine étape de l'harmonisation européenne? That was difficult. Merci. Alors, rapidement, comme tu m'as demandé, et sans revenir sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, la construction est en cours, elle va aller de plus en plus vite, et on n'a pas tranché la question du sens. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de la trancher. Mais je voudrais quand même, pour revenir aussi sur un point que Philippe a fait tout à l'heure, revenir sur ce qu'on fait concrètement et à qui on donne le pouvoir. Quand on donne le pouvoir aux créanciers, on ne donne pas le pouvoir aux créanciers publics ou aux fournisseurs, ce n'est pas eux qui vont avoir des visées de construction d'un plan. Dans les gros dossiers, qui sont ceux dont on s'occupe, pour les procédures qui intéressent la construction européenne, on sait tous que les banques, fondamentalement, elles vendent leurs créances. Et elles ne s'en occupent plus. Elles les vendent à des hedge funds. Donc les créanciers, dans les gros dossiers, c'est des hedge funds. Les hedge funds, ce n'est pas des entreprises européennes, c'est des entités qui ne sont pas régulées et qui ont des visions, et c'est tous très très court terme. Est-ce que c'est raisonnable de confier l'avenir d'entreprises européennes à des fonds étrangers qui n'ont qu'une vision court terme? À titre personnel, je ne crois pas. Par ailleurs, ce sont des créanciers professionnels. Ils interviennent volontairement en rachetant des créances en défaut pour venir à un prix décoté, pour en tirer le maximum de la valeur possible. Donc, face à cette réalité-là, l'argument moral selon lequel le débiteur doit payer le créancier ne vaut plus. Ça n'est qu'un rapport strictement économique. Et la question est donc de savoir, est-ce que dans ce contexte-là, il est légitime de donner le pouvoir à un créancier professionnel qui vient faire un coup, ou est-ce que le droit européen doit défendre les entreprises européennes? Je formule les questions de façon un peu orientée, j'en suis conscient. On voit bien aussi les raisons pour lesquelles les banques européennes favorisent ça. Plus le créancier a de pouvoir, plus la créance vaut cher quand on veut la vendre sur le marché secondaire. Bon. Mais donc c'est un débat qui est quand même très important et qui renvoie au sujet de l'autonomie et de l'indépendance européenne. Le sujet n'est pas du tout théorique. Et donc je passe rapidement, comme je te l'ai promis. Le droit influence très puissamment le résultat des procédures. En France, on l'a dit, je repasse vite, on fait de la prévention, on affirme la volonté de sauver l'entreprise avant tout, on a institué depuis longtemps un corps de professionnels qui sont indépendants, qui ne font que ça, qui sont formés, qui sont probablement qui ont inspiré la directive récente. Et si on regarde les résultats des procédures, pour savoir si ça marche ou pas. Pour savoir si ça marche ou pas, il faut savoir quel est l'objectif, évidemment. L'objectif français étant de dire on sauve les entreprises et on sauve les emplois, et si on peut, on paye le passif. Au regard de ces critères-là, les procédures françaises sont extrêmement efficaces. Le mandat ad hoc et la conciliation, ça aboutit à des accords dans 78% des dossiers. C'est considérable. C'est pas 100%, mais c'est considérable. Les sauvegardes, qui sont des procédures collectives, mais d'anticipation, aboutissent à des solutions de sauvetage de l'entreprise dans 2/3 des cas. Et les redressements judiciaires, qui sont des procédures collectives, mais avec continuation de l'activité, dans 1/3 des cas. Donc, plus on vient tôt, mieux ça marche. Et globalement, dans les procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, on va sauver en France les 2/3 des emplois. Donc, ça n'est pas théorique, ce n'est pas des débats universitaires pour savoir est-ce que c'est bien de favoriser le débiteur ou bien de favoriser le créancier. Ce que le droit décide influe sur la réalité de ce qui se passe dans les dossiers. Donc,
je conclus le propos en disant, est-ce que tout ça, c'est au détriment des créanciers? C'est très compliqué de comparer. Et on trouve peu de chiffres. On a essayé de faire une étude comparaison des chiffres en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, et puis en Espagne et en Italie. On a eu beaucoup de mal à trouver des données fiables parce qu'elles ne sont pas collectées, mais de ceux qu'on a pu collecter, on aboutit à peu près à dire que dans les procédures collectives, on paye tous à peu près 20% du passif. Vous me direz si c'est le cas en Allemagne ou pas, ou si ça vous semble très faux, mais c'est ce qu'on arrive à retrouver comme chiffre. Donc, on n'est pas en dessous en France, en tout cas, de ce qu'on a pu identifier en termes de paiement des créanciers. Et on est très efficace en termes de sauvetage des entreprises et de sauvetage des emplois. Donc, les objectifs sont clairs, ils sont assumés dans le droit français, les outils fonctionnent. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Encore une fois, j'ai conscience d'être un peu orienté. C'est tout à fait d'accord. Vous avez tout bien. Tu as parlé de hedge funds. J'ai lancé au débat que des procédures d'insolvabilité, au fait, on va justifier, classer ce que les personnes ont investi et non pas ce qu'ils ont acheté. Ça aussi, c'est une proposition, mais qui, hélas, n'a pas abouti à d'autres débats. Andreas, un autre aspect que j'aimerais bien faire entrer en jeu, nous avons dans le plan d'action pour l'union du marché des capitaux comme premier pilier que l'Union européenne devrait avoir une économie plus verte. On a parlé du European Green Deal. Il y a certaines mesures qui ont été prises au niveau législatif, au niveau européen. Il y a des rencontres, des congrès de personnes qui travaillent dans la restructuration et qui parlent de ESG, de la gouvernance écologique et sociale. Est-ce que tu penses que cela aura ses répercussions sur est-ce que c'est seulement que c'est pas viable au niveau de la profitabilité, que cela aura ses répercussions aussi à la législation pour être efficace et viable? Fort possible. Je ne pense pas que cela ne dépend pas du fait qu'on respecte les différentes clauses sociales et écologiques, mais je pense que l'intérêt commun est là, on le retrouve. La question est de savoir sous quelle forme nous allons voir ça dans notre loi de l'insolvabilité. J'ai juste demandé à ce que cela respecte les codes et la langue de la procédure d'insolvabilité lorsque les investisseurs regardent un modèle économique et quand ils, par exemple, doivent facturer les frais, par exemple, entraînés par la dégradation de l'environnement, que cela finalement ait ses répercussions sur l'estimation du prix d'achat de l'entreprise. C'est difficile de définir aussi les intérêts des employeurs, de traduire cela en des chiffres, les intérêts des employeurs de ne pas être licenciés, de ne pas devoir chercher un nouvel emploi. Peut-être on trouvera une solution un peu comme en France, au cas de doute, faites peser aussi les aspects sociaux, par exemple. Ce sont tous des critères qui ont du mal à être traduits dans des chiffres économiques. Et au fait, je suis hésitant. C'est dû au fait de ma socialisation en tant que juriste. Et j'ai grandi en Allemagne de l'Est, où on n'était pas vraiment orienté sur l'économie. Et bien sûr, là aussi, je suis un peu teintée dans ma couleur de cheveux ou mon opinion est un peu teintée de cette expérience. L'Assemblée parlementaire franco-allemande, en coopération avec l'association Henri Capiton, a lancé une initiative visant à établir une codification commune du droit des affaires franco-allemand.
et peut-être plus tard européen, y compris le droit de l'insolvabilité. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu de cette initiative et nous expliquer comment la tentative de coordonner les différents domaines du droit des affaires pourrait réorienter l'objectif du droit et des procédures d'insolvabilité? Merci beaucoup. Rassurez-vous, je serai très bref et je laisserai Jean-Luc Valens présenter tout à l'heure, s'il le souhaite, les éléments de l'avant-projet relatif au droit de l'insolvabilité qui a été élaboré dans ce cadre. Ce que je voudrais simplement dire, puisque on s'interroge sur l'avenir, puisque je disais tout à l'heure que l'Europe se construit par le droit, puisque Frédéric Abitbol tout à l'heure insistait en introduction à juste titre sur l'importance d'une souveraineté européenne, puisque nous sommes à Bruxelles, puisque Joe Biden était là hier soir, puisque tous les chefs d'État étaient là, puisque l'histoire est ce qu'elle est, et parce qu'elle s'écrit en ce moment, il me semble, il nous semble, nous sommes nombreux, beaucoup de professions juridiques, beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup de think tanks soutiennent cette idée d'un code européen des affaires. Alors pourquoi? Et comment? Très rapidement. Pourquoi? Il y a 3 raisons qui commandent l'adoption, je crois, dans l'Europe, un jour, en tant que direction, en tant qu'objectif en tout cas, d'un code européen des affaires. Il y a une raison juridique qui est très simple. Vous avez tous essayé de vous renseigner sur le droit européen des affaires dans vos matières. Vous vous êtes tous rendus sur Euralex pour rentrer une question et vous avez tous reçu une somme indigeste de règlements, de directives, pas de début, pas de milieu, pas de fin, pas de plan. Pourquoi pas de plan? Pourquoi pas de structure? Parce que pas de code. C'est illisible, c'est inaccessible. Et quand il y a du droit de l'Union européenne en droit des affaires, c'est souvent toujours sur les mêmes questions. C'est-à-dire que l'Union européenne a fait de grandes choses, mais souvent elle s'intéresse au même sujet. Il y a des questions qu'elle traite, et il y a des questions qu'elle ne traite pas. Les règles prudentielles, les marchés financiers, le consommateur, les très grosses entreprises avec la concurrence, la propriété industrielle, oui. Les TPE, l'entrepreneur, le toute petite entreprise, pas beaucoup, très peu. Or, c'est lui qui fait la croissance. Les choses... Voilà, c'est ça. Et donc, c'est notamment en raison de l'éclatement des compétences entre l'Union et les États membres, la proportionnalité, la subsidiarité, ont produit un peu ces effets. Donc, aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas de droit commercial de l'Union européenne applicable dans les 27 États membres, c'est clair. Et l'Europe est une des seules régions économiques majeures, régions au sens géopolitique. Dans ce cas, les États-Unis ont un Uniform Commercial Code. Un pays de common law a un code pour les échanges. L'OADA, l'Afrique, a un code, le traité de l'OADA, 10 actes uniformes. La Russie a de fait un code du commerce. La Chine refait son code civil à un code du commerce. Et en fait, l'Europe aujourd'hui est la seule qui prétend être une puissance et qui n'a pas, dans un plan accessible à tous, un code qui indique quelle est sa conception des échanges. Bon. Donc il y a des raisons juridiques, accessibilité, il y a des raisons économiques, il faut servir la croissance. Et aujourd'hui, les petits entrepreneurs qui se lancent dans une activité économique, eh bien tout de suite, le premier acte de leur vie d'entrepreneur, c'est quoi? C'est de prendre une BV néerlandaise, de faire une SAS française, de faire une GmbH. Et donc, tout de suite, le premier acte d'un entrepreneur dans toute l'Europe, c'est de prendre une société du droit national. Et c'est de commencer par penser national, avant de penser européen. Et donc, ça, c'est extrêmement symptomatique. L'entrepreneur européen n'a pas de petite société à responsabilité limitée. Il n'a pas de contrat de bail européen pour ses locaux. Il n'a pas de contrat de prêt B2B pour son activité entrepreneuriale. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend des modèles anglo-saxons, alors qu'on pourrait avoir un contrat de prêt européen codifié. Il n'y a pas de contrat d'assurance européen, il n'y a pas de sûreté européenne, il
Il n'y a qu'une saisie conservatoire européenne et on commence un tout petit peu à avoir des procédures collectives européennes. C'est nouveau. Donc, il y a ici des jugements de croissance. Et puis politiquement, vous l'avez bien compris, j'en ai déjà parlé, il y a des raisons politiques. Un pays, une région qui entend être une puissance, eh bien, elle a quoi? Elle a une culture, une civilisation, elle a une armée, on parle de plus en plus de la défense européenne, elle peut avoir plusieurs langues, incontestablement, mais elle a généralement un droit et un code. Et ça, on ne l'a pas. Il n'y a pas de puissance à l'échelon géopolitique sans un droit et généralement sans un code. Et 24 États membres sur 27 aujourd'hui sont des pays de tradition codifiée. Donc il est extrêmement curieux, alors que l'ADN de la plupart des pays d'Europe, c'est d'être des pays de codification. Il est extrêmement curieux que l'Union européenne ne pratique pas la codification. Au lendemain du Brexit, il y a une occasion qui se présente. Alors que les pays veulent aujourd'hui regagner l'Union européenne, 3 candidatures de plus, Moldavie, Géorgie, Ukraine, on a une responsabilité devant l'histoire de corriger ce qui est un anachronisme. 440 millions d'habitants dans l'Union européenne vivent dans des traditions de code. Et dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait? On a 0 code, 0 accès, 0 accessibilité. Et parfois, on fait du droit anglo-saxon à l'échelon de l'Union européenne. C'est curieux. Et donc, comment élaborer le code? Et là, je serai beaucoup plus court. On a travaillé une 50aine de juristes, travaillent de façon bénévole, c'est une initiative de la société civile, des professeurs de droit allemand, des praticiens français, italiens, luxembourgeois, polonais, préparent des textes, beaucoup sont finalisés, sur à peu près tous les champs du droit des affaires, mais ce sont des propositions de la société civile. La Commission européenne pourra les prendre ou pas. En tout cas, elles seront mises sur la table en fin d'année. Celle sur l'insolvabilité est déjà diffusée. Celle sur la société européenne simplifiée a déjà été diffusée. Un chapitre sur le droit du marché, sur le droit bancaire a déjà été diffusé. L'objectif, c'est de proposer des instruments optionnels aux entrepreneurs européens pour faciliter l'achèvement du marché commun, au service du développement économique, au service de la souveraineté européenne, et que le moteur franco-allemand ne soit pas un club franco-allemand. Ça, c'est très important. Et c'est ce que nous avons dit à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. On était 12 experts, on a été auditionnés. On a dit, on travaille avec vous parce que la France et l'Allemagne sont un moteur, mais le droit européen des affaires, ça doit être pour les pays d'Europe et pas que pour la France et l'Allemagne. Alors la France et l'Allemagne peuvent aller plus loin, notamment sur certains sujets, mais l'objectif, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit ouvert à tous les États membres et non pas resserré sur 2 pays, fussent-ils amis et proches comme la France et l'Allemagne. Voilà, c'est un peu l'idée. Autrefois, c'était une utopie il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus une utopie. Clément Beaune, le ministre français des Affaires européennes, lundi dernier, a dit publiquement, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qu'il considérait que l'idée de code, la bataille des idées était gagnée, de son point de vue, mais que maintenant, il fallait que le législateur européen prenne ses responsabilités et se saisisse de ce sujet, et qu'il envisage la façon d'écrire le droit de demain avec une direction nouvelle qui aujourd'hui fait défaut. Parfois, aujourd'hui, on légifère sur un sujet sans égard pour the global picture et sans égard pour la façon d'écrire le droit, qui est quand même un élément de notre culture. Et la façon d'écrire le droit en Europe continentale, c'est la codification. Si on écrit le droit demain autrement, on sera toujours des éternels mineurs, on sera toujours en situation, en quelque sorte, de vassalité par rapport à d'autres grandes régions qui, elles, écrivent le droit différemment. Ce serait curieux qu'on écrive chez nous le droit comme on l'écrit ailleurs, surtout notamment post-Brexit, pour dire les choses simplement. Voilà. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Chance ist. Je crois réellement que c'est une bonne chance de le faire maintenant après le Brexit, de se lancer dans de tels débats. Der Ansatz, dass Et die l'approche Rechtsgebiete gleichzeitig d'envisager différents domaine juridique, à mon avis, est quelque chose vraiment chargé de sens, comme on dit.
Parce que l'Europe, souvent, on change un paramètre ici et ça fait bouger d'autres domaines et puis les autres domaines sont décalés. Je pense que la loi relative aux impôts est un sujet crucial dans ce domaine parce qu'il touche à beaucoup d'autres domaines. Et surtout, ne prenez pas le droit fiscal allemand. Merci beaucoup de ce panel, de ces idées, de ces approches vraiment approfondir. Alors la question que je prise, conclusion que je peux faire, c'est que c'est beaucoup de travail pour toi